Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Anne-Sophie, ça va bien? Oui, très bien. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. En fait, c'est ça. En fait, on t'a invité au podcast et puis je vais te laisser te présenter parce que tu es courtière immobilière, pardon. Ouais. Mais tu portes plusieurs autres chapeaux aussi. Pas juste des chapeaux sur la tête parce que je sais que tu as souvent des beaux chapeaux. Mais c'est ça va un peu avec. En fait, une première carrière, j'ai été styliste puis je le suis encore. On appelle dans le cinéma, donc je suis costumière ou habilleuse. C'est super intéressant. C'est-tu le même métier? C'est similaire, mais c'est pas les mêmes tâches. Okay. Donc, costumière, c'est la personne qui va vraiment venir choisir les rôles. Donc, tu reçois la fiche du comédien, ses mensurations, et là, tu vas choisir, en lisant le script ou bien le film ou peu importe la publicité, choisir c'est quoi l'émotion et qu'est-ce que tu veux transmettre à travers les vêtements. Tandis que l'habilleuse, elle, a déjà reçu le outfit, dans le fond, de la costumière. Okay. Souvent, tu es sur le plateau de tournage, puis c'est là que tu fais juste t'assurer que le costume est bien mis puis qu'il n'y a pas de problème sur le set si tu as des petites retouches à faire, des choses comme ça. Donc, c'est pas les mêmes tâches, mais c'est tout dans le stylisme. Okay. Donc, ce que j'aime maintenant, je le relie dans l'immobilier parce que je dis souvent styler des humains et styler des maisons, des fois, ça peut être similaire. Là, c'est avoir un goût pour l'esthétisme puis un peu voir comment justement amener des émotions à travers soit les meubles ou le décor, là, dans le terme de l'immobilier. Puis, j'ai fait ça. J'ai quand même porté plusieurs chapeaux, en effet, Je parle des chapeaux parce que je me souviens, la première inspection que je t'ai croisée, tu avais un chapeau. Un beau chapeau. Ouais, je pense qu'il était bleu. Je me souviens bien au noir, là. Ouais, noir, ça se foncé, peut. Ouais. Tout à fait. Je pense que si tu verrais ma garde-robe, là, je vais t'avouer qu'elle est bien chargée, les chapeaux. J'en ai ramené plusieurs du Japon, hein, parce que le métier de chapelier au Japon, c'est encore vraiment... Chapelier, OK, je oui, exactement. C'est tout qu'un art. Donc, mais là, on parlera pas nécessairement de la mode, mais en fait, ça a été longtemps dans mes études. Oui, c'est sûr, ça fait partie de moi. Ça fait partie de toi. Exactement, oui. Donc, beaucoup dans le stylisme, l'art, j'adore ça. Puis aussi, dans le fond, dans l'événementiel, l'hospitalité. Donc, présentement, je suis bien fière là, de faire partie d'une fondation, la fondation qui supporte l'École supérieure de ballet. Ici à Montréal, et une belle institution là, depuis 26 ans presque, cette école-là. Donc, on est connu à travers le monde là, pour les grands ballets canadiens, mais dans l'ombre, il y a l'école qui forme ces grands danseurs-là. Avant de devenir des adultes qui dansent pour le grand ballet, il faut être formé. C'est quoi ton rôle par rapport à... Oui, donc je suis officiellement, je suis en fait à travers la jeune scène d'affaires qui supporte l'école. Je suis directrice logistique, donc très fière de ce super poste. Donc vraiment dans la philanthropie, on est une super belle équipe. Moi, je suis vraiment, vraiment choyée d'être entourée de plein d'autres femmes. On est juste des femmes, ça donne comme ça, là, mais j'aime beaucoup encourager aussi les femmes en affaires, les entrepreneurs. Donc, je suis dans une superbe équipe. Puis, à travers ça, on organise l'événement caritatif annuel, le bal Pointe et Nœud Papillon, en fait, que je vous invite, si ça vous dit de venir. On dit oui tout de suite. Hein? Oui, absolument. Ouais, absolument. Mais c'est vraiment une belle sortie. Puis en fait aussi, c'est pour une belle cause. Donc, tous les profits sont pour ramasser des fonds pour les bourses d'études des étudiants. Okay. Donc, chaque année... Une question comme ça coûte cher l'école de ballet? J'imagine que c'est l'école privée. Oui, exactement. C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de frais. Il y a beaucoup de... Tu sais, juste les chaussons. Je ne sais pas si vous saviez, mais un grand danseur va utiliser une paire de chaussons, là, donc les souliers de ballet, là, différents pour chaque spectacle où, tu sais, il faut les casser. Donc, juste acheter plein de chaussons comme ça, c'est quand même très dispendieux. Okay. Il faut les coudre à chaque fois. En tout cas, il y a vraiment toute qu'une... Et je me prétends pas une spécialiste du ballet, là. C'est toutes des nouvelles choses que j'ai appris à travers mon rôle dans la jeune scène d'affaires. Puis là, en tant que directrice logistique, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on vous organise un super beau party. Donc, le concept... Oui, exact. Puis aussi, c'est une belle façon de découvrir le ballet. Donc, vous avez un spectacle de ballet 1 heure à la salle Pierre-Mercure. Donc, vraiment déjà super intéressant. Et par la suite, on transporte tous nos invités en limousine dans une salle secrète avec une thématique secrète. Wow, cool. Et c'est vraiment, vraiment un bel événement. Donc, c'est un bal aussi. Là, donc, ça va être quand? C'est le 27 mai 2023, donc c'est un samedi. Je peux pas. Ah, c'est déjà... Pas. 27 mai. Je t'avais Vancouver. Ouais. Bon. Bon. Je
Je veux des photos. Exact. Bon. T'en parleras à tes amis. On fait ça pour la bonne cause. Là-dessus, dans un podcast, tu plugues les choses à la fin, mais là, on va le plugger au début. Ça s'achète où, ces billets-là? Oui, exact. En fait, à travers le site de la Jeune Scène d'affaires, donc jeunescène.ca, c'est l'onglet Pointe et nœud papillon, qui est le nom de l'événement annuel. Puis, en espérant qu'on peut le mettre en lien là, dans la description, ça serait super le fun. Donc, ça ressemble à quoi les coûts pour ce billet-là? Donc, c'est 195 $ pour le billet. Donc, ça l'inclut, c'est bar open. Donc, tout l'alcool est fourni. Vous avez 1 heure de spectacle et aussi, dans le fond, le party finit à 3 heures du matin. Il y a des bouchées, il y a encore d'autres spectacles. On vous réserve plein de belles surprises à travers notre nouvelle thématique Atlantide. OK, quand même, hein? Je suis déçu, ouais, c'est ça. Je vais revenir plus tôt devant ça va être vraiment le fun. Mais écoute, l'avantage, c'est que c'est un événement annuel, donc tu pourras venir l'année prochaine. Excellent. On est déjà en train de penser à l'année prochaine. Parfait. Mais écoute, on laisse faire l'immobilier, puis on parle de ballet puis de logistique. J'adore ça. Mais est-ce que c'est les courtages immobiliers que t'as amené à ce rôle-là? Non. Ou est-ce que c'est vraiment 2 chemins différents juste parce que tu es une passionnée de théâtre et une passionnée de vêtements? Non, je dirais que c'est dans l'événementiel. Donc, j'aime beaucoup l'événementiel. À la base, tu sais, en étant courtier, on est vraiment, on dit en anglais, people's people. Là. Mm-hmm. Donc, à travers tellement de gens créatifs puis des gens qui ont des super bonnes idées, j'ai rencontré et j'ai créé moi-même là, quand même plusieurs événements. Donc, ça a toujours été une passion, quelque chose que j'ai aimé. J'aime organiser. Tu sais, moi, mon anniversaire, par exemple, je fais des anniversaires thématiques. Mes amis vont pouvoir s'en souvenir, tu sais, burlesque, pirate, name it. Là. J'ai fait toutes les thématiques. J'aime ça organiser, créer une thématique. C'est vraiment le fun. Puis, en fait, ça revient tout un peu à... le service, tu sais, c'est pour que les gens viennent puis ils aient un bon temps. C'est un peu le même principe dans l'immobilier. Moi, je suis dans l'immobilier pour aider les gens, les rendre heureux, rendre les gens heureux puis les aider, les outiller du mieux que je peux. Donc, c'est un peu le même principe, je pense, dans l'événementiel. Tu veux juste t'assurer que tous tes participants ou tous les gens qui viennent, ils passent un bon moment puis qu'ils s'en souviennent pour longtemps. Là, tu sais, donc, oui, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, l'immobilier, j'imagine, quand tu prépares une maison, c'est une de tes forces, justement, c'est de préparer la maison pour la mettre en vente. Exact. Donc, ça vient de tout mon côté esthétique. Là. Donc, ça fait partie de mon service. Donc, il y a des gens qui, par exemple, vont vous encourager à engager des compagnies là, qui font du design intérieur. Puis, c'est vraiment correct. Mais moi, l'avantage de peut-être prendre un mandat avec moi, c'est que ça vient avec mes services. Donc, toute la mise en place de... des fois, c'est juste épuré aussi. Hein? Mm-hmm. On s'en rend pas compte, mais à travers le temps, on accumule beaucoup de choses dans notre maison. Là. Je suis sûre que vous, c'est comme ça. Là, quand on a des enfants aussi, là, on dirait que la pile fait qu'empiler, là, tu sais. Donc, quand on veut vendre une propriété, en fait, c'est simplement de la rendre le plus accessible pour tout le monde parce que, pas que vos goûts ou vos objets personnels ne sont pas pertinents, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ce l'est moins. Donc, c'est de rendre la maison le plus... accueillante et générique. Oui, générique. C'est plate. Normalement, moi, je suis du genre à pas aimer les choses génériques. Là. J'aime les gens qui ont des couleurs, qui ont des personnalités ou quoi que ce soit. Mais pour la vente d'une propriété, on essaie d'y aller vraiment dans l'épuration pour être sûr de donner la chance au plus de gens possible de se visualiser eux-mêmes dans la propriété. Donc, des fois, simplement, c'est ça, des petits conseils d'épuration ou bien un bon staging s'il n'y a pas d'âme dans la maison. C'est comme si tu ouvres un livre, puis il y a juste des pages blanches, tu peux imaginer ce que tu veux. Tandis que si tu ouvres un livre, puis les pages sont déjà multicolores, c'est difficile d'imaginer d'autres couleurs que ce que tu vois. Donc, c'est un petit peu le même principe, j'imagine, quand tu arrives dans une maison. Pour en avoir magasiné une couple de maisons depuis mes 18 ans, quand on rentre dans une maison, puis qu'il y a déjà, comme tu vois qu'il y a un âme ou qu'il y a déjà une organisation que tu te vois pas à l'intérieur, mais c'est déjà là comme un blocage qui se crée. Tu sais que ça aurait peut-être été d'une autre façon. Moi, j'ai assez de facilité à me voir une pièce vide dans ma tête, mais ça doit pas être la même chose pour tout le monde. Mais ça, c'est bon parce que c'est un autre travail qu'on fait souvent, là, d'aider les gens à visualiser. Tu sais, toi, tu dis que si tu rentres dans un espace vide, tu vas être capable de visualiser où est-ce que tu mets ton sofa, où est-ce que tu mets ta télé, tout ça. Mais je dirais qu'environ une personne sur 3 là, sont pas capables de faire ça. Là, tu sais, dans le fond, ils vont... Mais là, c'est vide, là, tu sais. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a du staging virtuel, des fois, carrément sur les photos ou si c'est des projets neufs, là. Sur les photos directes, tu peux mettre un Photoshop un sofa. Ouais. Moi, c'est beaucoup plus courant, en fait, que ce que vous le voyez. Puis, tu sais, maintenant, avec les intelligences artificielles, puis les programmes
les programmes de... Ça paraît pas pantoute. Non, exact, c'est ça. Là, les clients nous disent « Ah, j'aime vraiment comment c'est... » Là, je veux juste vous informer que ça, c'est du staging virtuel. Là, donc, il va y avoir rien quand on va y aller visiter. Là, donc, moi, ça m'arrive des fois de les imprimer. Non, mais rappelez-vous, là, vous aviez vu ça sur la photo. C'est ça. C'est vide. C'est comme ça. Ça peut être comme ça. C'est-tu... Quand c'est du staging virtuel, est-ce que c'est écrit dans les descriptions ou c'est non, juste... Non, on n'a pas nécessairement de loi là, qui nous oblige à faire ça. Mais c'est une question intéressante parce que, justement, il faut avoir l'œil parce que maintenant, c'est rendu très, très... Ah ouais. On voit maison vide, admettons, quelqu'un qui avait une maison à location, il n'y a plus de locataire, il va le vendre la maison, la maison est juste vide. Fait que là, au lieu de payer un home staging de meubles, qui coûte quand même... Oui, qui coûte quand même très cher. Puis souvent aussi, il faut que tu le loues longtemps. Tu peux pas louer ça pour juste la photo, là, mettons. Là. Un mois, puis que la maison est en vente 6 mois, mais là, c'est... les coûts s'additionnent. Donc, non, c'est ça. Moi, j'ai fait affaire avec une compagnie, justement, qui pour faire parce que même moi, des fois, je sous-traite, là, si c'est des gros projets ou justement, tu sais, un lit... moi, je suis courtier immobilier, là. C'est ça aussi, j'en ai pas plein dans mon garage, là, pour quand que je fais mon staging, tu sais. Donc, et puis, je vous dirais que notre facture est arrivée peut-être à 5 000 $, là, pour 2 mois de... Quand même. Avoir un lit, puis... Quand même. Faut presque juste un lit? Non, c'est ça, là. C'était un appartement au complet. Okay. Oui, exact. C'est un super j'imagine que quand tu le fais, tu prévois que ça va être rentable ou que justement le client a le budget ou que... Exact. Donc, tu sais... une stratégie derrière ça, c'est pas juste on va mettre le lit puis on met un lit puis un sofa puis... C'est ça. C'est couvert par toi en tant que courtier ou c'est le client qui vient payer pour ce plus-value-là si on a... ça dépend. Ça se négocie avec le courtier. Oui, exactement. Donc, cet exemple-là, qui est quand même un super bel exemple, j'étais avec une de mes collègues, Catherine, puis on avait un super beau projet dans les Solano. Je sais pas si vous connaissez, c'est des super beaux projets dans le Vieux-Port, quand même de luxe. Ah oui, OK, oui, proche de l'horloge. C'est les condos, là. Oui, exactement. Là, ils sont rendus à la 9e phase, si je m'abuse. Là. Donc, oui, exactement, c'est des super beaux projets, des super beaux condos, là, mais quand même assez luxueux. Donc, quand on a fait notre présentation, on a justement fait un tableau, puis on a montré les différences en montrant, ce 5 000 $ d'investissement-là sur tant de mois va vous faire revenir, par exemple, on va pouvoir aller chercher un meilleur prix. Bien sûr, comme avec la nourriture, les gens achètent avec leurs yeux, tu sais. Donc, un espace vide va attirer beaucoup moins de gens qu'un espace qui est déjà bien ameublé. Et donc, c'est un peu le but de faire ça. Puis c'est pour ça que moi, dans tous mes services, je conseille à mes clients de vraiment habiller l'espace puis de s'assurer qu'on dégage une émotion puis qu'on dégage l'émotion du client qu'on recherche. Donc, dans un projet comme au Solano, est-ce qu'on cherche peut-être une clientèle un peu plus aisée? On y est allé avec justement peut-être des tableaux qui seraient un peu plus coûteux ou bien avec de la coutellerie plus luxueuse, donc justement pour venir chercher le public qu'on cherche, donc peut-être un public plus aisé. À l'inverse de, par exemple, dans un projet de construction neuf que j'ai fait aussi, là, à ce moment-là, on cherchait les premiers acheteurs, justement. Certains condos étaient entre 350 et 400, donc on était quand même au départ, là, tu sais, donc là, on est allé chez Ikea, là, tu sais, c'était moins... Ça remplissait le besoin, là. Oui, exactement, c'est ça. Il n'y avait pas d'IKEA dans le penthouse? Non, exact. On est allé. Ça, il y a une stratégie derrière. C'est une bonne question. C'est ça. Donc, on essaie d'aller chercher peut-être des pièces d'art, justement, dans les tableaux. Des fois, là, juste un tableau là, qu'on loue. Dans le salon. Oui, exact. Puis c'est des tableaux d'artistes. Là, c'est quand même coûteux. J'ai un bel artiste à te recommander. Ah ouais? Oui, on s'en parle. Je pense qu'on s'en parle-tu pendant le podcast? Tu peux dire son nom, là, pourquoi pas? Écoute, je peux le plugger. Il est gêné de venir ici. Shout-out à Mowgli, artiste. Super. Incroyable artiste peintre qui est un ami à moi qui m'a fait plusieurs tableaux, plusieurs d'autres qui s'en viennent dans le futur. Je le vois, moi, faire ça. C'est pour ça que je voulais l'inviter au podcast. Là, puis j'espère qu'il va attraper la corde qu'on lui lance. L'idée, là, c'est vraiment d'être capable d'être visible au niveau de l'immobilier. Je pense qu'il y a vraiment une belle niche, comme tu dis, où tous les condos aisés, les maisons, qu'on va aller faire du staging à l'intérieur, mais quand tu as un cadre d'une peinture, d'artiste qui fait un wow, même si c'est juste un print, l'idée, c'est d'avoir un effet wow là, que tu es capable de mettre dans une pièce, de mettre une ambiance. Là, fait que...
Ouais. Mowgli, on pense à toi. Ben oui, tu me donneras son contact parce que justement, c'est quelque chose qui est ouvert, nous, justement, à faire la location de ces tableaux. Premièrement, aussi, toute la visibilité, tu sais, dans une visite libre ou bien quand on met en marché une propriété, on a quand même beaucoup de gens là, qui viennent, donc ça offre une belle visibilité. Outre que nos cartes d'affaires à nous, les courtiers, on peut mettre sa carte d'affaires à lui aussi, donc c'est quand même une belle publicité. Donc, il y a quand même plusieurs artistes qui font ça, tu lui mentionneras. Ça nous fait plaisir. Tu sais, quand tu parlais justement que les gens ont de la misère à visualiser dans la maison, quand j'ai acheté chez moi, la maison était sur le plywood, puis il y avait des pièces pas finies en gyps. Il n'y avait quasiment pas de plâtre de tirer dans la maison, pas de peinture. Puis il y a beaucoup de gens qui visitaient la maison, il n'y a personne qui faisait d'offre d'achat. Fait qu'il y a eu moi, inspecteur bâtiment qui était en construction, puis avec ma conjointe, puis dans le fond, elle était pas sûre, tu sais, au début, elle disait, ouais, les pièces sont la petite. Je dis, ben non, c'est super grand, là. C'est super grand, là. On va faire les planchers, on va poser les planchers, on va faire du gyps et murs, c'est pas grave, là. Puis justement, on a acheté, puis c'est carré comme maison. Mais on a justement pu utiliser, je dirais pas abuser d'une situation, mais profiter d'une situation où est-ce que les autres voyaient pas le potentiel que nous, on a vu. Ouais, super. C'est important d'aller plus loin que juste l'esthétique première vue. Puis même ça peut être difficile des fois pour certaines personnes. Là. Par rapport à ton rôle, là, que tu par rapport à l'esthétique, comment tu vois ça, par rapport au staging, par rapport à la vente immobilière en général, qu'est-ce que tu suggères à tes clients quand ils veulent aller faire un achat? C'est quoi les choses que tu leur recommandes quand ils te parlent, mettons, pour la première fois? C'est quoi ton offre de service là, que tu leur expliques? À l'achat ou à la vente? Parce que là, c'est sûr que là, si on parle à l'achat, mettons un acheteur. On va prendre un acheteur. Ouais. Ben, c'est sûr que moi, une des choses que je trouve vraiment importante, c'est poser plusieurs questions. Donc, n'importe quel métier, là, quand tu dois faire du service, il faut que tu sois sûr de comprendre c'est quoi le besoin, tu sais. Donc, une des premières choses que je fais, là, puis en fait, tout le temps, ça va être de vraiment poser une gamme de questions. Donc, qu'est-ce qui est important pour toi dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu passes plus de temps dans ta cuisine? Est-ce que tu passes plus de temps dans ton salon? Est-ce que, tu sais... Donc, c'est comme plusieurs questions en rafale comme ça pour vraiment bien comprendre le profil de mon client pour qu'ensuite, quand on est dans une... Parce que acheter une propriété aussi, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de stress. Il y a un stress financier, justement, qui vient. Donc, le client a déjà énormément de poids sur ses épaules. Donc, nous, on est vraiment là pour être un bras droit, tu sais, un accompagnateur et un conseiller, tu sais. J'imagine que le télétravail aussi est venu jouer là-dedans. Là. Il est venu affecter un peu les besoins des acheteurs. Ben exact, c'est ça. Tu sais. Les bureaux sont rendus dans les priorités quasiment. Là. Mais oui. Donc, mais est-ce que toi, c'est important que tu sois face à une fenêtre ou, par exemple, est-ce que toi, ton bureau, il doit être complètement fermé ou tu veux qu'il soit à air ouverte ou bien justement à ton quotidien. Puis ça, c'est quelque chose que je ris souvent, mais je dis vraiment de façon, t'es-tu plus cuisine ou toilette? Puis ça, là, c'est tellement une question qui est drôle, là, parce que c'est automatique. Hein? Il y a des gens qui c'est comme, moi, c'est vraiment la salle de bain. Là, les autres, ils ont une routine, les femmes, là, souvent, on va se le dire. Là. Il y a certaines femmes qui ont des grosses routines le matin. Donc, pour eux, vraiment, l'esthétique de leur cuisine, de leur salle de bain, est importante. Puis, à l'inverse, ben, tu vas avoir d'autres gens qui sont comme, ben non, moi, je cuisine tout le temps. Je reçois, je veux un îlot, je veux pouvoir... Donc, ça, c'est déjà une des bonnes questions que je fais. T'sais, toi, Mathieu, t'es-tu plus cuisine ou toilette? Pas mal plus cuisine. Bon, toi? Moi, je suis les deux, pas de compromis. Moi, pour vrai, ben, ça, c'est tellement vrai. Moi, c'est... Non, tu me dis-tu, t'aimes-tu mieux avoir une belle cuisine ou une belle toilette? Non, je veux les deux qui sont belles, tu viens-tu? Je veux pas avoir... non, je veux pas botcher puis mettre de la mélamine partout dans la cuisine pour avoir une belle douche. Puis je veux pas non plus avoir un bain-douche si je veux avoir mon îlot drive. T'sais, pour moi, il n'y a pas de compromis à faire. Surtout dans un projet comme celui-là, je veux dire, il y a d'autres... Il y a d'autres places que tu peux couper autre que là-dedans. Le speech, quand j'étais salarié, est pas le même qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, en tant que travailleur autonome, les projets créent l'argent, créent la liquidité, créent les objectifs que tu veux te fixer. Fait que si mon objectif, moi, c'est d'avoir les deux qui sont beaux, ben on trouvera les façons, on trouvera les projets qui vont m'amener là. Ah. Ça, c'est la vision que j'ai par rapport à ça. Mais je comprends la question, en fait, parce qu'il y a... Souvent, il y a des priorités, là. Oui. OK, mettons qu'on restructure la question. Je vais restructurer. Où je vais restructurer, préfères-tu une salle de bain plus petite ou une cuisine plus petite? Donc, pas en termes de joli, là, en termes de grandeur, par exemple, tu sais. La salle de bain plus petite. Plus petite, bon, tu vois, finalement, on l'a réponse. Ouais, on aurait eu la même réponse. Mettons, tu m'aurais dit, OK, les deux, on veut que ça soit parfait, mais si on doit mettre sur un podium, mettons, les priorités, qu'est-ce qui est numéro 1? J'aurais dit la cuisine. Ah. Ça revenait au même. C'est-tu même
Tu sais, j'imagine que tu as une idée de stats à peu près là-dedans. Les gens sont plus salle de bain ou cuisine? Ça dépend. Parce que je vais vous avouer que j'ai quand même une belle clientèle de classique bachelor. Là. J'utilise beaucoup de mots en anglais, excusez, là, mais en voulant dire, tu sais, le classique homme célibataire qui a une belle carrière, c'est un ingénieur, il veut vivre dans Griffintown. Lui, il cuisine pas beaucoup. Donc, lui, sa douche est bien importante. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment du profil. Donc, je te dirais que je pourrais pas te sortir une statistique comme ça, mais rapidement, souvent, avec le profil de la personne, tu sais, justement, si t'as une grande famille, mais c'est certain que la cuisine va être importante, tu sais. Si c'était une fille ou un homme aussi, ça a une importance, parce que souvent, justement, les femmes vont avoir plus de temps dans la salle de bain ou une routine plus... Fait c'est vraiment ça. Fait que je pourrais pas malheureusement te donner des statistiques, mais... un profil va souvent s'aligner avec une réponse et l'autre. Puis après ça, c'est pour un peu reprendre la question, c'est ça, c'est de comprendre c'est quoi son quotidien, tu sais. Est-ce qu'il, justement, va souvent au resto? Fait que pour lui, si c'est juste une cuisine normale puis il n'y a pas d'îlot parce que lui, il mange devant la télé ou justement pendant qu'il est à l'ordinateur, c'est tout comme ça aussi que ça m'aide à visualiser là, comment l'espace peut être bien utilisé puis comment trouver le produit idéal, tu sais. Puis après ça, c'est difficile de trouver le produit idéal, là, mais au moins, en ayant un conseiller comme moi là, qui a une bonne idée. Là. J'adore comment tu expliques ça, parce que ce que j'entends, en fait, c'est que le produit, on s'en fout. L'idée, c'est que tu aies quelque chose qui te correspond. Oui. C'est très rare, en fait, un courtier qui dit ça. Parce que... C'était comme, ça, là, c'est bon, c'est 400 000. Tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que... Il y a comme moi, dans mon travail, les produits sont facultatifs. En tant que conseiller en sécurité financière, ils sont très facultatifs. Le monde, ils disent tu vends des assurances, tu vends des placements. Non. Moi, tu veux aller au point B, on va se rendre au point B de façon plus sécuritaire et optimale. Fait que c'est un petit peu la même affaire de ton côté. C'est pas que tu vas arriver avec tes listings, tu vas le présenter à tes acheteurs. Non, tu veux vraiment faire l'analyse du pourquoi on irait présenter telle chose. J'imagine que ça doit arriver aussi que tu dois un peu, quand tu poses des questions, les clients ils ont une idée en tête de ce qu'ils veulent, puis ils font attends, finalement, ce que je veux, ça répond pas en tout à mes besoins. Là. Exact, merci de dire ça, parce que, tu sais, bon, des fois, on pense qu'on a une idée en tête, puis là, finalement, j'entends toutes les réponses, puis je suis comme, c'est pas ça que tu veux, là, tu sais, dans le fond. Mon oncle Gérard, il a pas tout le temps raison. Non, mais tu sais, ou ben des fois, en même temps, justement, avec les médias sociaux, on est tellement influencés, là, tu sais, tu veux telle chose, puis là, tu t'imagines comme ça, puis là, ben, au quotidien, dans le fond, t'es quasiment pas chez vous, là, tu sais, fait que pourquoi tu veux dépenser autant dans un si grand pied carré quand, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que t'es tout le temps en vélo puis tu veux une cour. Ben là, c'est parce que, gars, on va prendre un... tu sais, fait que c'est ça aussi, c'est de comprendre, puis... c'est ça, être un bon conseiller, hein, tu sais, c'est de conseiller. Tu sais, moi, dans le fond, je dis pas que je suis une... Amen. Non, mais c'est ça, c'est de comprendre. C'est ça. Ouais. Tu sais, après ça... Si la personne est comme non, moi je veux une maison dans Villeray puis je veux 3, tu sais, ça se peut, ça aussi ça l'arrive, ou bien par exemple un deuxième ou un troisième tu sais, que c'est sa deuxième ou troisième propriété, des fois justement là leurs critères sont vraiment plus serrés parce que justement ils ont vécu dans une autre propriété, puis là à ce moment-là ils savent vraiment qu'est-ce qu'ils veulent puis qu'est-ce qu'ils veulent pas. Et une des statistiques qui est intéressante, c'est que la plupart des humains, on sait ce qu'on veut pas, mais on sait pas vraiment ce qu'on veut. Ouais. C'est vrai, ça. On fait de la psy, même, à notre podcast. Ça m'a ramené au secondaire, je sais pas pourquoi. Après la pause, on a de la philo. Mais oui, t'as raison quand tu dis ça, parce que, tu sais, moi, je suis rendu à ma 3e maison, puis je comprends la première maison qui était un semi-détaché, 3 chambres au sous-sol, pas de chambre au rez-de-chaussée, tu sais, air ouverte le rez-de-chaussée. C'était un semi-détaché qui faisait bien la job pour un couple. Puis aujourd'hui, j'ai 3 enfants, j'ai pas pantoute la même maison, là. C'est pas les mêmes besoins. J'ai besoin de 2 salles de bain. Là. 3 enfants. Là. La ferme en arrière aussi, tu peux pas avoir ça avec un terrain de 6 000 pieds. Chez nous. J'ai une fermette chez moi, en fait. Fait que, ça prend de la place. Là. Ouais, c'est cool. Ben, ça fournit des bons œufs. Ouais. J'adore ça. Puis on a développé beaucoup pour l'acheteur. Ça ressemble à d'apprendre vraiment à connaître le besoin pour être capable de lui présenter des choses qui correspondent. J'ai une autre question avant qu'on fasse ça. As-tu une liste de questions spécifiques comme ça? C'est les questions minimales que je pose à mon client. Puis ensuite, à partir de là, tu vas un peu comme aller jouer un peu dans ses réponses, ou tu vas aller fouiller un peu, explorer, ou comment ça marche? Une autre chose aussi dans l'immobilier qu'on apprend là, un peu, là, quand même tout le monde, c'est un peu les types de personnalités. Hein? Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Là. Le profil disque?
C'est comme ça que ça s'appelle? C'est T'as pas 4 personnalités. Fonceur, ouais. aimable. Ouais, t'en as 4, je pense. Ouais, exact, il y en a 4, c'est ça. Il y a 4 pastilles de couleurs, je pense. Oui, exact, avec les pastilles de couleurs, c'est ça. Donc, ça aussi, ça a une importance parce que si tu as un fonceur devant toi puis que j'ai fait une liste de questions, ça marchera pas. Là, il va être comme... Ou à l'inverse, l'analytique, ben lui, il va être content. Il va peut-être vouloir que je les envoie en bullet point là, juste avant. Des graphiques. Donc, ouais, c'est ça, exact. Donc, vraiment aussi dépendant du type de personnalité que je vais présenter, mais ça va tourner souvent à ton style de vie, tu sais. Parce que c'est ça, là, ta maison, c'est un peu... où est-ce que tu vas te réfugier ou bien où est-ce que tu travailles, comme t'expliquais, là, avec le travail à la maison, ça a eu une grosse influence ou c'est là que tu veux recevoir ou peut-être que justement, toi, le terrain, c'est plus important que la maison. Donc, c'est souvent des questions générales, mais je dirais pas que j'ai une liste, là, mais je pose souvent les mêmes questions par rapport à ton style de vie. Donc, où est-ce que tu crois que tu passes le plus de temps? Pour toi, est-ce que c'est plus important d'avoir une salle de bain qui est une belle grande salle de bain ou une belle grande cuisine? Est-ce que pour toi, le stationnement, c'est essentiel? Est-ce que tu passes beaucoup de temps dans la cour? Est-ce que tu fais du jardinage? Parce que, tu sais, des fois, les gens, moi, je veux vraiment une grande cour. Parfait, tu fais du jardinage, tu fais ci, non. Parfait, est-ce que tu aimes ça aller te promener? Non. Mais alors, pourquoi tu veux une grande cour? Tu sais, des fois, c'est comme, tu sais, donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment une liste, non. Okay. Je dirais que ça dépend aussi de la personne. Tu veux juste tout le temps savoir le pourquoi du pourquoi qu'ils veulent faire un move pour être capable de vraiment apprendre à les connaître. Parce que souvent, les gens vont te répondre, comme tu disais tantôt, on sait pas vraiment ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut pas, mais on sait pas ce qu'on veut. Puis ce qu'on veut, souvent, c'est l'image que la société projette ou que nos voisins ou nos proches projettent. Ouais. Quand ils disent « Ah, moi, je veux une grande cour », parfait, pourquoi? Puis là, tu te mets à poser des questions, puis c'est parce que, sa mère a toujours eu une grande cour. Fait que là, elle veut pas comme arriver avec une petite affaire, puis tu veux pas que le voisin non plus te juge, on veut faire plaisir à tout le monde, on dirait, sans savoir nous ce qu'on veut concrètement. Oui. Puis pour ajouter à ça aussi, une des façons justement de faire ça, des fois, c'est de tout le temps répondre par des questions avec des questions. Tu sais, ça, c'est une belle façon de créer, de t'aider à pousser ta réflexion, un peu comme avec les enfants. Là. Moi, je trouve tellement que c'est une belle façon d'éduquer. Là, tu sais, au lieu de tout le temps lui donner les réponses, de l'obliger à avoir la réponse, essaye de le pousser à lui-même créer ses réflexions pour que lui-même trouve une réponse. Donc, je fais la même chose avec mes clients. C'est bon. Ils le savent pas, mais en fait, c'est la grande manipulation. C'est-tu bleu ou rouge? Où est-ce que tu pourrais aller voir? Ouais, moi, j'aime les grandes cuisines avec un grand îlot. OK, parce que tu cuisines énormément sur ton îlot. Qu'est-ce que tu cuisines sur ton îlot? En fait, non, c'est quand ma mère, elle vient. Parfait, parce que ta mère, elle vient 1, 2 fois, 3 fois par... Non, mais elle vient de temps... Tu sais, fait que là, c'est comme... Ouais, c'est souvent comme ça que ça finit, tu sais. Puis, mettons, côté vendeur, mettons, on switch de côté. Ouais. Les vendeurs, quand tu te présentes à un vendeur, justement, c'est quoi ton approche avec des vendeurs? Tu fais-tu du porte-à-porte? D'où est-ce que tu sors tes clientèles vendeurs? Où est-ce que tu trouves ta clientèle? Je vais le dire. Où est-ce que tu trouves ta clientèle vendeur? C'est sûr que là, on vient de finir des années quand même assez folles, donc que ça allait très bien. Mais oui, la prospection, c'est la chose la plus importante pour trouver des vendeurs. C'est certain que moi, un de mes grands points, c'est justement, comme on en a jasé tantôt, c'est le design intérieur. Donc, tous les courtiers ont certains points positifs. Quelqu'un qui a, par exemple, son commercial aussi, ou bien qui travaille beaucoup dans le multilogement, va avoir un public qui va être vraiment basé sur les chiffres. Toi, tu dois être dans les chiffres aussi, toi aussi, là. Donc, ça un peu. Moi, humblement, c'est pas mon fort, moi. Les chiffres, t'as calculé tout. Il y a des gens qui sont vraiment plus doués que moi. Donc, je pense que en tant que vendeur, si tu veux vendre un 8-plex ou un 12-plex, c'est des calculs, c'est vraiment ça. À l'inverse de peut-être justement l'unifamilial qui a besoin d'un peu d'amour, il va peut-être vouloir venir me voir parce qu'il sait que je vais lui créer de la valeur ajoutée là, en l'aidant en faisant du staging. Aussi, moi, je fais partie d'un système, donc je suis dans une équipe. Donc ça, c'est le fun aussi parce qu'on fait de la génération. J'ai beaucoup de mots anglophones, mais lead generation, dans le fond, là, tu sais. Donc ça aussi, c'est le fun. C'est un concept qui permet de payer pour ça. Tu fais partie d'une équipe ou tu fais partie de groupe? Oui, c'est ça. Dans le fond, le groupe Macaire, c'est notre agence. Et puis moi, je suis dans l'équipe à François. Okay, exact. Bon, okay. Donc, on est quasiment une trentaine dans l'équipe à François présentement. Dans l'équipe à François, vous êtes combien dans l'agence au complet? Je pense qu'on est proche de 100. Là, on doit être comme 90, 95. On vient d'ouvrir un nouveau bureau à Trois-Rivières. On en a un à Granby. Donc, ça va vraiment bien. Là. On est super contents. Puis où à Granby?
parce que toi, t'es à Granby, toi. Écoute, moi, je suis pas à Granby, fait que je suis désolée de te dire que je peux pas te dire la T'as rue, aucune idée, mais écoute, groupe Macaille Impérial qui se nomme là-bas, ils sont super, je les connais bien, là, donc Ginny et Laura, là, vous pourrez... Je te donnerai leur contact, ils vont pouvoir te dire sur quelle rue. On les salue, tu sais, groupe Macaille Impérial, on va les plugger aussi. Non, c'est ça. Donc, quand même, vraiment une très grande agence. Donc, moi, je suis encore dans l'équipe à François, vraiment pour le principe de l'union fait la force. T'sais. Moi, je pense qu'ensemble, en groupe, ça nous permet d'aller plus loin, plus vite. T'sais. Donc, François est un maître du marketing. Là. Il est vraiment... ça a été ça, sa force longtemps. Donc, lui, à travers son marketing, ben, on a des clients. Mais je dirais que ma plus grande base de données de clients vendeurs, c'est des gens de mon entourage, donc vraiment des gens qui connaissent mon pouvoir de vente aussi, parce que quand tu représentes le vendeur, mais là, à ce moment-là, c'est beaucoup avoir des bonnes... d'être un bon vendeur. Là, c'est là que le vendeur, là, tu sais, là, je suis moins un conseiller, là, je suis plus un vendeur parce que si le client qui vient, il n'est pas représenté ou si l'acheteur, lui, son courtier acheteur, lui, peut-être un peu plus de difficulté à visualiser l'espace ou à faire comme je vous mentionnais tantôt, bien là, à ce moment-là, moi, en tant que courtier inscripteur, c'est moi qui dois les pousser puis bien les aider à visualiser qu'est-ce que moi, j'ai visualisé avant, donc leur montrer le potentiel. Donc, si par exemple, c'est une propriété qui a besoin d'un peu d'amour, c'est de se renseigner avant aussi, de connaître son produit. Mm-hmm. Ça, je pense que c'est super important. Là. J'ai une question pour toi. Dans ce type de transaction-là, quand tu es vendeur, est-ce que le plus difficile, c'est de te vendre toi ou de vendre la maison? C'est une bonne question. Bien, je pense que pour signer le contrat, il faut que tu sois capable de te vendre toi. Mais ça, c'est un peu comme, encore un peu dans la philosophie, là. Moi, j'ai confiance en mes habiletés. Quand je rentre à quelque part, je sais que je me suis préparée d'avance. Moi-même, en tant que personne dans la vie, j'arrive rarement à un endroit non préparé ou sans avoir fait mes études de marché. Donc, je crois que c'est pas moi que je vends, mais c'est plutôt le projet, tu sais. Donc, je viens puis je leur dis, écoute, moi, j'y crois en ce projet-là. Voici ce que j'ai vu. Je comprends pourquoi tu as acheté cette propriété là, je comprends pourquoi tu as fait telle rénovation, puis je te dis que je vais être capable de bien le représenter aux futurs qui vont être là, parce que le vendeur, il est pas là, hein, donc lui, il va être rassuré que même s'il est pas là dans la transaction, toi, tu es une belle continuité de ce que lui a fait ou des travaux qu'il a engagés, des choses comme ça. Son émotion aussi, que lui, tant qu'il peut avoir investi dans la maison, tu veux aussi le refléter aux acheteurs. Exact. Puis tu sais, des fois aussi, ça, c'est une autre chose... Maintenant, on aime beaucoup le style épuré, là, on en parlait tantôt, là, donc un peu le classique, air ouverte, exactement. Mais la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui aime ça. Donc, aller voir un vendeur peut-être âgé là, dans la 70 avancée, puis lui, justement, il aime tout ce qui est bois, puis il a travaillé son bois, puis il était ébéniste, fait que les moulures sont toutes en bois. Puis là, c'est des couleurs chaudes, hein, parce que maintenant, on est très dans les couleurs froides, là, le blanc, le gris, le noir mat, des choses comme ça. Et lui, c'est l'inverse. Là, on a du bois partout, des cordes de rond. C'est pas le même style, mais il y a un public pour ça aussi. Fait que quand j'arrive là, je vais être sûre d'avoir compris l'image, de comprendre la qualité dans le travail d'ébénisterie qui s'est fait. T'sais. Ouais. Si tu veux pas aller lui dire écoute, on strip tout, on peinture tout en blanc pour être capable de vendre. Il y a un milieu à aller chercher avec ce que le client veut aussi pour vendre. Là. Exact. J'imagine aussi ça doit fitter. Tu dois rencontrer des clients puis que dans 3 secondes et demie, ça fit, puis que le courant passe, puis c'est écœurant. Oui, exact. Puis là, encore là aussi, c'est un peu le jeu de caméléon. Là. Moi, j'espère penser que je veux pas servir un seul type de client. On parlait tantôt des types de personnalités, mais c'est moi qui va s'adapter. Donc, si je sais que... moi, Anne-Sophie normale, c'est peut-être moins le style de ce client-là, ben je vais m'adapter. Je viens quand même pour offrir un service, puis travailler, gagner de l'argent, tu sais. Donc, moi, je vais m'adapter à ce client-là, puis je vais être sûre de répondre à ce qu'il veut, tu sais, en termes de service, puis en tant que professionnel, tu sais. Okay. Donc, même si ça ne fit pas, moi, c'est pas quelque chose qui va m'empêcher. J'ai travaillé dans le service client toute ma vie, donc j'en ai rencontré plein des clients que tu n'aimes pas nécessairement, mais tu veux les servir quand même, tu sais, ils ont quand même besoin. Tu sais, mettons, un client pas facile, là, c'est quoi? Il vendra jamais sa maison parce que tout le monde va trouver pas facile? Ben non. Moi, je pense qu'un bon courtier va être capable de s'adapter, comme je viens de dire, de comprendre d'où il vient, pourquoi il est comme ça, pourquoi c'est quoi vraiment que tu veux, là, pourquoi t'es amer, là, tu sais. Peut-être eu une mauvaise expérience aussi des fois il a acheté la maison avec un courtier, c'est pour ça qu'il en cherche un autre peut-être, puis que ça va l'été, puis il se dit, n'importe quel courtier 47 part déjà avec 2 prises. Là. Exact.
Je pense que j'ai une bonne question pour toi. Surtout en début de carrière, j'ai fait des transactions avec des clients qui correspondaient pas à mes valeurs, en fait, parce que moi, je me voyais aider. Je me voyais pas vendre des produits, je me voyais vraiment monter des planifications, je me voyais monter une stratégie, regarder le budget, voir loin, regarder les objectifs, monter des belles stratégies fiscales, tu sais, name it, là, genre vraiment aider le monde. Puis là, la personne, elle m'arrivait, moi, te prendre une T20 en assurance vie de 200 000. Puis là, même si tu grattais le pourquoi, c'était comme non, il est fermé, moi je veux ce produit-là, si tu me le vends pas, m'en aller ailleurs. Puis je pilais sur moi tellement fort, puis j'ai fait des belles transactions, j'ai fait des beaux chiffres en début de carrière, mais il y a des affaires que aucun sourire. Là. Je me rappelle, dans ma première année, ma plus grosse semaine, ça avait été une semaine où je voulais quitter le domaine parce que ça correspondait zéro à mes valeurs. Fait que là, tu te dis, tu fais vraiment ton caméléon par rapport à ça parce que t'es là, évidemment, on est un travailleur autonome, on veut gagner notre vie, mais comment tu évalues ça quand tu dis, OK, ouais, ça clique pas avec cette personne-là, mais écoute, je vais piler sur moi ou je vais modifier mes attentes personnelles pour être capable de lui offrir un service. Comment tu vois ça? Comment tu aimes ta semaine si tu as travaillé comme ça? Ben, je l'aimerais pas. Je pense pas assez payé pour ça. Non, c'est ça. Puis moi, je pense que je suis vraiment là pour aider. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi, mettons, j'ai d'autres métiers. Là, je fais d'autres choses, justement. La mode, le stylisme, ça va toujours rester ma passion. Tu sais, ça, je pense que j'en ferai tous les jours, puis j'aimerais ça, tu sais. Mais si dans l'immobilier, je suis avec un client vraiment difficile, ben moi, c'est pour ça que je suis en équipe. Je vais le référer à quelqu'un d'autre. Je vais faire une passe. Très bonne réponse. Je vais faire une passe parce que ça sera pas agréable ni pour moi, ni pour toi. Puis, tu sais, ça m'est pas souvent arrivé parce que justement, je pense que j'ai une belle capacité d'adaptation puis de caméléon. Mais quelqu'un, tu sais, qui me parle pas de comment je veux être parlé en tant qu'humain, là, tu sais, je pense que c'est surtout ça que ça va arriver parce que en termes de transactions, tu sais, à l'inverse de toi, c'est pas mal tout le temps la même chose. C'est vendre une maison, acheter une maison, tu sais, donc rarement les valeurs de ton but seront pas là, mais c'est plus comme toi en tant qu'humain, tu sais, si tu me parles pas de la bonne façon, je cherche pas les sous au point de mal me faire parler. Donc, peut-être pour quelqu'un d'autre, ça va être plus simple où il va y avoir une meilleure connexion. Moi, je vais faire une passe. Moi, je pense que ce qui est le fun, c'est une des raisons aussi pourquoi je suis en équipe, là, puis pourquoi on est dans la collaboration. Tu sais, notre déontologie nous le demande, puis c'est important. Puis moi, c'est vraiment pas une réponse politique là, que je fais présentement. Là, tu sais, je vais vraiment faire la passe. Là. Je veux dire, en tant qu'humain, mon bien-être est vraiment plus important. Là. C'est exactement la même réponse que j'aurais eue. Fait que je vous en ai parlé. Je pense qu'on l'a tout fait aussi. Là, mais ce qui est drôle, là, c'est qu'on a tous eu pas mal la vision dans notre équipe, les intervenants, nous deux surtout, on voulait se monter une équipe, puis c'est une des raisons. On veut déléguer, on veut être capable d'offrir un service à la personne qui correspond, mais c'est aussi une porte de sortie pour des clients qui nous correspondent un peu moins, que peut-être qu'ils vont trouver leur compte avec quelqu'un d'autre. Puis l'idée, c'est d'offrir le service à plus de monde possible. C'est pas parce que la personne elle l'exprime mal, qu'elle n'a pas besoin d'aide ou qu'elle veut pas se faire aider. Donc, c'est la même chose au niveau de l'immobilier. Fait que j'adore ta réponse. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'on est tous dans la même âge aussi à peu près. Puis, je veux dire, on l'a tous vécu. 44, c'est sûr que... Moi, j'ai 31, parlez pour moi. Mais dans le fond, tu sais, j'ai commencé à 27, l'inspection, 26. Puis, surtout dans mes débuts, j'en ai eu des clients vu que je suis plus jeune, des clients plus vieux qui m'avaient arrivé sur l'inspection. Puis, au palais, j'ai pogné un petit jeune. Puis là, il partait avec la bête tout de suite en partant. Puis après une demi-heure, 40 minutes, les voyaient qu'il connaît son affaire, fait que ça va bien. Puis là, il est bon, le petit jeune. Ouais. Il est bon, je m'avais fait dire 2-3 fois, il est bon, le petit jeune, finalement. Ben moi, c'est pour ça. Je pense que la connaissance est tellement importante. T'sais. Fait que peu importe l'âge, là, moi, je connais des gens de 45 puis de 60 ans qui n'ont aucune connaissance ou que ils se pensent parce qu'avec l'âge, tant qu'à moi, la compétence ne va pas avec l'âge. Bien sûr, l'expérience rajoute à la compétence, mais je pense que tu peux être un petit jeune puis être bien plus compétent qu'un vieux de la vieille. Là, puis, je suis maître de stage dans l'inspection. Ben écoute, maintenant, j'en ai des plus vieux qui ont 40, 50 ans, 55 ans, qui deuxième job pré-retraite, puis ils me suivent moi en stage. Ben, c'est ça. Moi, je pense qu'un des meilleurs outils là, dans n'importe quel entrepreneur, là, c'est vraiment les connaissances, de t'assurer d'être tout le temps en formation, de tout le temps apprendre des nouvelles choses pour pouvoir vraiment être arrivé là, préparé. C'est ça. Là. J'aime où est-ce qu'on s'en va parce que on va répondre à ça avec une question. Toi, tu fais quoi comme formation à chaque mois, chaque année pour justement step up en tant qu'entrepreneur?
Ah, c'est une super bonne question. Une autre des raisons pourquoi j'ai joint le groupe Macaille, on est constamment en formation. Mathieu nous a fait le plaisir de venir, mais tu sais, moi, c'est une de mes initiatives, justement, parce que je voulais que les questions puis les discussions qu'on a entre nous, parce que moi, je suis super curieuse, puis on s'en parle souvent. Oui. Je me souviens, la première inspection qu'on a faite, on s'est croisés, tu posais plus de questions que toi. Elle posait 3 fois plus de questions. Ouais. Je m'en souviens, tu as dit j'espère que je pose pas trop de questions. Moi, ça me dérange pas. Si tu me poses des questions, tu vas avoir des réponses, ça me ferait plaisir de t'aider. J'ai pas de problème avec ça. Là. Ça te ralentit-tu quand le monde il te pose des questions? Oui, mais je dis tout le temps qu'une inspection, c'est pas une course. Je m'en sac. Que je suis là 3 heures de temps ou 3 heures et demie de temps, garde combien de vous de la pile vous avez faim, c'est pas mon problème. Moi, je continue. La seule course, c'est retourner chercher les enfants à garderie. Ouais, c'est ça. Mais là, tu donnes un jeu, tu times tes affaires. Là. Mais ça m'est déjà arrivé, en fait, une inspection que j'ai fallu que j'aille chercher mes enfants. Puis je suis retourné le lendemain matin. Ah, OK. Parce que ça marchait pas à la maison. Il y avait plein de problèmes. Là. Ça m'a pris 5h30 d'inspection. Puis c'était pas agréable personne. Là, écoute, faut que je parte. Là. J'ai dit, mais je peux-tu revenir demain matin, finir, le client n'était pas là. Je suis revenu faire le grenier puis la toiture, tout ça, le lendemain. Là. Puis tu sais, j'ai pas chargé plus cher, j'ai pas chargé de frais. Ça a pris plus longtemps. Mais ça, c'est un bon service. Si c'est pas la même maison, il y a des maisons que c'est plus rapide parce que, bon, ben, il y a moins de problèmes où tout va bien. Tu sais, qu'il y a des maisons problématiques que là, tu veux t'assurer puis tu veux pas apeurer non plus le client en disant, tu sais, ça, c'est un. Ben, regardons davantage, prenons le temps de l'analyser pour être certain que c'est ça, tu sais. Exact. Donc, mais tu sais, une maison, c'est au prix que ça coûte, tu sais, 400 000, 500 000. Si moi, je prends 20 minutes de plus de mon temps sur une inspection, là, 20 minutes. Puis ça, là, moi, là, ça m'arrive souvent aussi là, de justement peut-être faire des remplacements pour d'autres gens. Puis ils voient comment, mettons, un client qui n'est pas habitué à mon service. Puis là, je fais un remplacement pour quelqu'un, un membre de mon équipe. Puis là, moi, je dis plein. Puis là, tu sais, ils me regardent. Puis ils sont comme tout. Ils comprennent pas pourquoi que je parle. Mais ça, c'est un autre des services que j'offre. Moi, j'ai plein de questions. L'immobilier aussi, les normes de la construction, ils changent tout le temps, tu sais. Donc, je veux m'assurer que autant mon client que moi, ben on a posé toutes les questions, on est vraiment alerte là, à savoir qu'est-ce qu'il faut vérifier. Puis si on rentre dans une transaction, un peu comme ce qu'on disait, ben on est préparé, on a posé les bonnes questions. Puis si on n'a pas eu la réponse, ben on va s'assurer de l'avoir avant de rendre ça officiel puis d'aller en promesse d'achat, tu sais. Donc beaucoup de questions. Moi, j'adore l'immobilier, donc là je vais bientôt peut-être aller faire mes cours RBQ. Là. Oui, c'est ça, exact. On en parlait. Juste parce que je trouve ça tellement important. Être courtier immobilier, oui, c'est de la vente, oui, c'est du conseil, mais comment te conseiller si, dans le fond, moi-même, j'ai pas les connaissances? Moi, d'après moi, dans mon livre à moi, ça va avec, tu sais. D'autres de mes collègues vont me dire non, nous autres, notre but, c'est de faire les contrats, puis de s'assurer qu'on trouve le produit, puis de connaître le marché immobilier. Bien sûr, c'est super important aussi, mais une fois qu'on fait les visites, là, l'inspecteur, c'est l'expert. Là. Moi, tu sais, là, on s'appelle puis on fait affaire. Là. Ah oui. Mais à la base, on veut pouvoir nous-mêmes aussi être capable de repérer est-ce qu'on s'en va dans un projet qui va être coûteux, parce que sinon, ben payer pour une inspection quand dans le fond c'est pas le projet que mon client cherchait, ben c'est ça, tu sais, finalement être capable de se dire écoute là, moi avec ce que je semble voir là, on parle d'un projet qui va peut-être être quand même coûteux, on va devoir suivant l'inspection, on va le savoir, mais voici dans quoi on s'enligne, tu sais, comme ça c'est un bon conseil aux clients là, tu sais. Ouais. À la base. On vient de finir aussi notre cycle de UFC. Donc, nous, ici, les courtiers, on a des formations en... pas UFC, les combats... non, pas UFC. J'aurais aimé ça vous dire l'acronyme, là, mais mon Dieu, je sais pas, mais c'est formation en continu. Le F, tu le sais, c'est ça, là. C'est des unités de formation en continu. Oui, c'est ça, merci. On a ça aussi. L'AMF, CSF, on va être à jour. L'OASIC, ben c'est ça, mais ça, c'est pertinent, tu sais. Des fois, il y a des gens qui cliquent, qui écoutent rien, tu sais, mais voyons. Moi, je l'écoute, c'est plein de connaissances. Moi, je vais changer des sujets là, qui m'intéressent. C'est comme une infirmière, c'est la même chose. Les infirmières, ils doivent se mettre à jour. Mais t'imagines une femme qui travaillait dans les années 60, c'est peut-être pas les mêmes normes là, qu'en date d'aujourd'hui. Donc, c'est la même affaire pour l'immobilier. Oui, exact. Effectivement. Mais ça, combien l'UFC, dans le fond, il y a un nombre minimum d'unités de formation à suivre par année pour les Oui, puis ça l'augmente avec ton nombre d'années en service. Okay. Le nombre de l'UFC augmente par année pour le nombre d'années de... OK. Tu sais, comme moi, j'en avais comme une trentaine, là, tu sais. Quand même. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, il me semble que c'est de 2021 à 2023, donc c'est des cycles de 2 ans. Ah, OK, sur 2 ans. OK, ouais, c'est pas pire. Ça fait, mettons, 15 heures, 2 jours de formation par année. Ouais. Ça a de l'allure. Ouais. Ça te garde... Oui, c'est ça. Puis t'en as des formations obligatoires là, que l'OASIC nous oblige, là, pour vraiment... Puis après ça, les autres, je pense que c'est ça, j'en avais comme 18 ou au choix, tu sais. Fait que ça, dans ce temps-là, justement, tu peux aller vers des sujets qui t'intéressent, tu sais.
Puis j'imagine toi aussi dans tes faiblesses, parce que tu sais que là, je connais vraiment rien. Là. Faut que j'aille chercher des... Exact. Cool. Ouais. Non, c'est ça. Puis au niveau des... là, on parlait plus de vendeurs pour ramener à ça, parce que là, on s'écarte tout le temps, des fois. C'est le fun, en tout cas, de discuter avec vous. On a plein de choses à écoute, on pourrait faire 4 heures de podcast facile. Ouais. Mais tu sais, on revient au vendeur. Ouais. Quand tu fais la vente d'une maison avec un client, toi, dans le fond, t'es-tu présente quand tu passes, mettons, avec la vente, tout ça, les inspections, les notaires, t'es-tu présente à tous les rendez-vous? Est-ce que tu vas le plus possible, j'imagine? Oui, exactement. Moi, justement, l'inspection, c'est une de mes parties préférées parce que, justement, on en apprend encore plus sur les propriétés. Mais c'est l'accompagnement aussi, tu sais, à travers un des plus grands stress pour le vendeur, là, c'est quand que la promesse d'achat a été acceptée, c'est la réalisation des conditions. Donc, c'est là aussi que, tu sais, faut pas lâcher la balle à ce moment-là. C'est là qu'il faut s'assurer de le rassurer, lui faire des suivis quand même, lui dire écoute, les clients là, ça va bien, ils ont eu leur lettre de financement à la banque, donc de tout le temps en train de rassurer ton client. Ensuite, quand on va au notaire, tu sais, de s'assurer qu'il y a aussi, même par la suite, là, que, tu sais, as-tu reçu ton argent? C'est aussi simple que ça, là, mais je veux dire, c'est un bon montant d'argent, là, puis ça, c'est une des choses que les vendeurs veulent le plus, c'est quand que je vais avoir mon argent, tu sais, des fois, ça peut arriver que les gens, ils pensent qu'ils vont l'avoir instantanément, là, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Comment que ça fonctionne, en fait, quand ils passent chez le notaire? C'est pas demain matin? Demain matin, tu sais, ça va dépendre un peu du notaire, là, puis du système, puis à quelle heure est la transaction, parce qu'on doit enregistrer l'hypothèque aussi là, sur le registre. Il y a quand même plusieurs... Tout ça doit être fait avant de débourser, j'imagine? Oui, exactement. Okay, donc, puis... c'est sûr que je suis pas notaire, là, donc, mais en général, il y a quand même un délai, là, tu sais. Donc ça, c'est justement, c'est juste d'être dans la connaissance puis de pouvoir bien accompagner en nommant toutes les étapes, tu sais. Donc là, ne t'inquiète pas, là, tu sais, la transaction est à 16h un vendredi. Donc là, tu n'auras pas ton argent avant lundi ou peut-être même mardi matin, là, tu sais, parce que les banques, les systèmes, tu sais, fait que pas qu'ils soient apeurés, là, puis des choses comme ça. Puis l'inspection, bien sûr, aussi toute la mise en marché, c'est ça qui est le plus important, comme on en parlait tantôt. Moi, je prends beaucoup de temps avant de mettre... Tu sais, je signe pas le contrat, puis la maison est là le soir même. Là. Pour moi, c'est là qui est le plus gros du travail avec un vendeur. C'est de s'assurer que le momentum est bon, parce que, bon, l'immobilier, c'est cyclique, donc il y a des périodes qui sont plus achalandées que d'autres. Une belle propriété où est-ce qu'il y a de la neige partout, tu sais, justement, ta cour, c'est un de tes super beaux points, là, tu sais, t'as une piscine creusée, un petit jardin, un spa, puis là, c'est l'hiver, puis on voit rien, tu sais. Là, t'es mieux d'attendre à l'été ou à l'automne, si c'est ça. Se permettre, là. Exact. S'il y a une raison derrière le faire tout de suite, OK, on peut le faire tout de suite, mais justement, d'être un bon conseiller, c'est de lui faire part que, justement, écoute, moi, je peux faire signer le contrat tout de suite, on peut vendre quand même, là, si tu as des photos, mettons, de cet été, puis qu'on est capable de s'arranger. Il y a des moyens de s'arranger avec tout, là. Des photos, exact. Des fois, ça peut... Mais s'il n'y en a pas, puis que c'est un des plus gros points, ben, tu sais, moi, c'est sûr que dans la mise en marché, je vais signer le contrat quand même. On va mettre des longs délais pour être sûr qu'on a closé quand même le client. Mais on va peut-être lui proposer, justement, d'attendre, là, tu sais, pour pouvoir vraiment mettre toutes les chances de son côté, puis d'aller avec un prix ciblé aussi, là. Donc là, on va rentrer dans un marché où est-ce que les choses vont pas se vendre en 2 temps, 3 mouvements. Donc, c'est s'assurer qu'il y a le bon prix. Puis pour s'assurer qu'on a un bon prix, il faut faire une bonne étude de marché, une étude des comparables. Puis, pour acheteur ou vendeur, tu couvres quel secteur, toi, personnellement? Donc, moi, j'aime dire que je suis de la Rive-Sud, mais la réalité, c'est que comme mon agence est dans l'ouest de Montréal, ben, je suis quand même aussi beaucoup dans l'ouest de Montréal, puis dans Montréal. Donc, j'essaie d'aider tout le monde, là. Donc, tu sais, mais le désavantage, par exemple, tu sais, la pyrotite. Oui, OK, oui. Tu sais, par exemple. Ça, c'est une des choses que je viens d'apprendre, justement, parce que c'est pas mon secteur. Oui, exactement, mais ça, c'est en Mauricie, là, tu sais, c'est full connu, mais tu sais, je ne vais pas me déclarer experte de la Mauricie, parce que je savais même pas qu'il y avait ce problème-là là-bas, tu sais. Donc... juste faire une pause, parce que Guillaume, c'est sûr qu'il y a des... Oui, c'est ça, tu veux-tu... T'en avais parlé une couple de fois, mais écoute... En fait, il y a la pyrite qui existe, qui est sous la dalle de béton, mais la pyrotite, elle est dans la fondation. Donc, c'est quand il y a de la pyrite, mais dans la fondation, puis que là, la fondation elle-même prend de l'expansion, puis elle craque de partout, puis elle s'émiette. Fait que là, t'as des problèmes solides, là. Ouais. Je viens de faire la super formation, là, fait que je peux t'en expliquer. Là, c'est un peu le même principe. Ou est-ce que c'est un produit chimique qui est comme dans la roche ça vient d'une carrière aussi, là, tu sais, puis c'est comme un... Fait que, non, c'est ça. Ouais, c'est pas le fun partout quand t'as de la pyrotique, là. Tu sais, aussitôt qu'on tombe dans les points techniques de bâtiment, je sais très bien que Guillaume ne comprendra pas. Puis aussitôt qu'on tombe dans les affaires financières, Guillaume sait très bien que je comprendrai pas, là. Mathieu me regarde avec des points d'interrogation. Ouais, des fois, je regarde comme j'ai hâte au prochain podcast. Mais justement,
On peut-tu parler? Parce que moi, ces temps-ci, j'ai une question par rapport à l'assurance permanente. Oui. Bon. Ah, j'aime ça. Ah, Guillaume vient de capote, regarde. Oui. Il est chaud, À il a qui tu capote. conseilles une assurance permanente? Est-ce que c'est pertinent pour que tout le monde? Le gars, il est parti. Ouais, il était fatigué, là, tu sais, il est rallumé, ben. Non, mais on parle d'analyse de besoins financiers avant de faire des recommandations auprès d'un client. Donc, quand tu dis à qui tu recommandes ça, ben, typiquement, si on veut faire une réponse générique, ben, quelqu'un qui a un besoin permanent. C'est une réponse plate, mais souvent, les gens ont des réflexes de vouloir couvrir des besoins qui sont pas avec le bon produit. Les besoins qui sont temporaires, c'est couvrir des dettes, un niveau de vie. Donc, une famille, par exemple, qui a une hypothèque, on a un besoin qui est temporaire. L'hypothèque, on ne va pas l'avoir jusqu'à nos 90 ans. Donc, si on décède dans le temps donné qu'on a un besoin, mais ça, c'est un besoin temporaire. Le niveau de vie pour les enfants également. Il y en a qui disent « Ah, moi, je veux léguer 100 000 à mes enfants. » Mais c'est là que le pourquoi est important, parce que tu veux-tu léguer 100 000 ou le 100 000, il sert plus de niveau de vie? Ah, ben c'est plus pour le niveau de vie. OK, dans 10 ans, as-tu besoin de 100 000 pour le niveau de vie? Comment que tu fais ça, ton analyse de ton côté? Ah, ben dans 10 ans, c'est un peu moins pertinent parce qu'ils vont peut-être être partis de la maison. Ah, OK. Fait que là, le besoin du 100 000, il n'est pas de léguer 100 000. Parce que là, on serait allé avec un produit permanent, probablement. Puis là, on réalise plus, en sachant le pourquoi, on va vraiment y aller avec des produits qui sont temporaires pour des besoins temporaires. Puis les besoins permanents, souvent, sont léguer de l'argent pour une raison précise. Par exemple, moi, si que je décède demain ou que je décède à 105 ans, je veux qu'il y ait ce montant-là qui rentre pour telle raison. La plupart du temps, les besoins permanents sont pour couvrir des gains en capitaux pour des investisseurs immobiliers ou des personnes qui ont des résidences secondaires. Eux, ils ont un impact fiscal au décès. Ils doivent s'assurer que peu importe à l'âge qu'ils décèdent, s'ils veulent telle chose pour leur succession, mais qu'ils aient la liquidité qui arrive d'une tierce personne, un assureur privé qui vient couvrir ce montant-là. Donc, ça, c'est un besoin permanent. Couvrir les frais funéraires également, c'est un autre besoin permanent. Donc, encore là, ça dépend vraiment de l'analyse qu'on fait avec la personne. Quelqu'un qui dit, bah écoute, moi, je veux pas payer pour du temporaire, c'est une perte d'argent, je ne reverrai jamais cet argent-là si je ne meurs pas, mettons, dans les 20 ans. Mais en même temps, tu n'iras pas payer 6 fois le prix de ta prime pour un montant que tu es trop assuré par rapport à ce que tu as besoin et par rapport à ce que tu veux dans ta vie. C'est encore là que le produit... On est tous des conseillers, en fait. On pousse pas... Moi, en tout cas, les conseillers en sécurité financière, la plupart vont venir vendre un produit, vont proposer des placements, vont proposer des assurances. Moi, je veux me dissocier complètement de ça, puis vraiment aller faire du conseil, puis d'aller faire de la planification, de tout arranger ça, la structure alentour, parce que c'est là qu'on réalise que quand la personne... Elle s'est fait dire qu'elle devait peut-être prendre plus une permanente parce qu'elle n'allait pas perdre son argent, mais en même temps, on peut monter une stratégie complète en faisant voici ta police permanente te coûterait 120 par exemple par mois, mais on peut aller avec une temporaire qui couvre ton besoin, puisqu'on vient de faire l'analyse et on voit que c'est un besoin qui est temporaire. On va y aller avec une prime de 25 et le 95 $ de surplus, on va le placer en CELI, on va venir avoir un fonds d'urgence, on va avoir de la liquidité supplémentaire. Donc, ça dépend beaucoup de facteurs. Un peu comme salle de bain ou cuisine. Tu sais, dans le fond, toi aussi, il faut que tu comprennes c'est qui ton client. Moi, quand la personne elle me répond sec, c'est jamais la bonne réponse. Si la personne elle se cherche elle-même en répondant, là, on a la bonne réponse. Si la personne elle y pense, elle me répond, elle s'évalue, elle répond, elle se pose des questions, elle répond, là, on a la bonne réponse. Si la personne me dit, moi, ça, je veux, jamais la bonne réponse. Ça, c'est la réponse de son voisin ou de sa mère. Comme dans l'immobilier, exact. Moi, je veux une grande cour comme ma mère. Mais OK, parce que tu passes du temps dans la cour. Pourquoi? C'est ça. C'est ça. Faut toujours poser une question avec une question. T'es une grande rêveuse. C'est sûr, t'as un million de projets. Guillaume, ta question classique de la fin. Ouais, notre petite outro. La question que je pose à toutes les personnes qui viennent au podcast, en fait, c'est que moi, comment je vois les choses quand on fait l'analyse avec les clients, c'est que je leur dis, tu sais, ce qu'on fait en ce moment, là, c'est comme si on prenait un Polaroid de ta vie. Puis qu'on veut prendre un Polaroid dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Plus que la photo, elle est claire, d'où est-ce qu'on se voit dans 10, 15, 20 ans, plus qu'on est capable de donner des recommandations qui sont précises, puis qu'on va venir faire de l'optimisation au niveau du portefeuille, au niveau des produits qu'on va sélectionner pour le client. Toi, de ton côté, ton Polaroid dans 10, 15, 20 ans, il ressemble à quoi?
il est dans un beau parc immobilier. Donc ça, c'est sûr, de pouvoir continuer moi-même à investir, là, c'est sûr que c'est le but. De moi-même pouvoir faire des projets, donc un peu avec Mathieu, là, tu sais, j'adore la construction, là, comment une maison est construite. Donc peut-être un petit rêve de faire un projet de A à Z un jour, le mien ou celui de quelqu'un d'autre, mais de l'assister puis de faire du home design à travers ça. Puis, c'est ça, beaucoup d'immobilier, beaucoup d'enfants, personnellement. J'aimerais ça pouvoir avoir les moyens d'avoir une grande famille, puis on reçoit, puis qu'on est dans une maison de vacances en Espagne, une maison de vacances ici en Estrie, puis voilà, c'est ça. Donc, cool. Comment tu vois ta carrière avec plusieurs enfants, si c'est un des objectifs? Ah, pas de problème. Moi, je fais tout. Multitask. Puis je pense qu'on est dans une belle ère où est-ce que les hommes et les femmes ont des rôles qui peuvent être similaires. Donc, tu sais, si c'est moi qui a une carrière incroyable, ben peut-être que ça va être mon chum qui va être plus à la maison. Puis à l'inverse, si j'ai un chum qui a une carrière incroyable, puis que moi, ben ça veut dire ralentir sur l'immobilier, mais continuer sur mes projets à moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérangerait non plus, là, tu sais. Donc, je pense que c'est important dans la vie d'avoir des passions, puis d'avoir des projets pour que ta job, ça soit pas juste ça ta vie, tu sais, dans le fond. Ouais, peu importe ce que tu fais, dans le fond, d'aimer ce que tu fais là et d'où est-ce que tu t'en vas. Exact. Puis pour moi, l'immobilier, c'est vraiment du conseil, tu sais. Fait que après ça, si je peux conseiller à travers l'immobilier, mais à travers autre chose aussi, mon but, c'est de pouvoir aider avec mes connaissances, tu sais. Si dans le futur, tu te vois formatrice ou autre, ça va vraiment être day-to-day. C'est quoi, comment que les objectifs vont développer? Sur un stage, en train de parler à tout le monde, puis de les motiver à eux autres aussi, tu sais. Parce qu'une des choses, c'est la conscience, tu sais, d'être dans la conscience de tout, puis de pouvoir aider les gens à être aussi dans la conscience de leur potentiel. Moi, justement, ça serait un beau but de vie, là, tu sais. Cool. Super bel objectif. Si les gens veulent te rejoindre, ils veulent acheter une maison, ils veulent oui, bien sûr, vous pouvez m'appeler, vous pouvez aller sur mon site internet, donc le groupe macaille.com, moi c'est Anne-Sophie, donc j'ai mon site à travers ça, j'ai mes réseaux sociaux, donc anna.reliable.real.estate. J'aime ça, reliable. Ben reliable, c'est tellement important parce que ça, c'est la base de comment je suis en tant que personne avec mes amis. Tu sais, je pense que si on pouvait me catégoriser, je pense que je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Je sais que je peux compter sur toi. T'arrives à l'heure, contrairement à nous. Mais juste ça, d'arriver à l'heure, d'arriver préparé, tu sais, puis d'être sûr que si tu m'engages, je vais avoir étudié ton projet, puis je vais vraiment te conseiller, pas pour mes poches, mais pour les tiennes. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Puis à travers le podcast, j'espère que j'ai pu démontrer que justement, c'est de comprendre. Puis c'est pas une histoire de moi, là, c'est une histoire de toi. Fait que moi, je vais être sûre. Puis je fais ça dans l'événementiel, là, c'est ce qu'on fait présentement pour l'événement de ballet. Là, c'est une école, une institution incroyable. Donc, si je peux utiliser mes talents, puis créer un événement, puis d'en faire parler au plus de gens possible, bien, c'est ça qui me fait vibrer, tu sais. Puis là, le podcast, on l'a fait en français, mais anglais et français. Oui, tout à fait. Je suis bilingue, c'est exactement. Je parle français, puis je parle la langue des signes aussi. Donc, si on a des auditeurs qui sont malentendants, puis je sais pas si vous avez des sous-titres sur votre podcast, là, je pense pas. Mais si vous connaissez des gens, sinon, qui sont malentendants, donc je parle le LSQ, la langue des signes du Québec, donc je peux définitivement aider les... Est-ce que c'est parce que tu as quelqu'un dans la famille et tu l'as appris ou... Non, c'est mon ex. En fait, mon ex-conjoint était sourd et muet, puis j'ai appris cette langue incroyable, ce langage, en fait, c'est pas une langue. Puis j'ai juste continué à le faire parce que je trouve ça vraiment superbe. Puis tu sais, c'est tellement pratique. Bon, en tout cas, on pourrait en parler longtemps, là, ça, c'est un autre sujet, mais aussi un peu... ce qui est le fun de parler avec des signes, c'est qu'on réfléchit beaucoup. Tu sais, dans la langue, dans le français, qui est une des langues qui a le plus de mots possible, on dit beaucoup de choses pour dire pas grand-chose, tu sais. Tandis que quand on parle avec des signes, il faut réfléchir, puis on peut utiliser un seul signe pour dire une seule chose, puis finalement, l'émotion, le message est le même, tu sais. Donc, je trouve ça vraiment fascinant d'utiliser, moi qui parle beaucoup là, dans la vie, quand je parle le langage des signes, ça me permet de faire une rétrospection. C'est quoi le message que j'essaie de dire? C'est quoi qui est les mots importants, les choses qui sont importantes à dire, puis ça t'aide à réfléchir. Puis une des choses aussi que les gens sont toujours surpris, c'est que mais là, tu sais, voyons, vous compreniez pas. Mais non, mais parce que dans le fond, peu importe la langue qu'on parle, c'est l'énergie, l'émotion, ça en dit pas mal plus. Quelqu'un fâché, en n'importe quelle langue, tu sais qu'il est fâché. Exact, c'est ça. Même dans le langage des signes, tu sais quand il est fâché. Tu sais, c'est comme... Donc, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je continue de me pratiquer, puis donc, voilà. Super belle valeur. Vraiment content de t'avoir reçu, Anne-Sophie. C'était super le fun. Merci à vous. Ça me fait plaisir. Puis bonne chance dans votre podcast. Vous êtes super intéressant aussi. Donc,
Bonne On va te journée. réinviter. Merci beaucoup. Merci Salut. à vous.